tous des personnes, hein, qu'une personne soit en situation de handicap ou qu'elle ait la capacité de s'exprimer verbalement, on est vraiment au niveau de la personne, et en tant que personne, on a tous eu des blessures, des difficultés liées à la gestation, liées à la naissance, etc., à la petite enfance. Cette approche va permettre d'aller visiter le petit enfant en nous, et en allant visiter le petit enfant en nous, on va, en tant qu'accompagnant, je vais être le témoin bienveillant qui lui avait manqué. Hein, sachant que au niveau de... Je vais très vite là-dessus, mais je trouve que c'est un point dont on ne parle pas beaucoup et qui est important à comprendre. Au niveau de la formation des cerveaux, les cerveaux archaïques, c'est-à-dire le reptilien et le limbique, sont matures très très tôt. Le reptilien est déjà mature in utero. Le cortex, qui est spécifique de notre fonction d'humain, n'est mature qu'à partir de... ne commence à devenir mature qu'à partir de 7 ans, et ceci jusqu'à 30 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes. Le cortex préfrontal, qui est vraiment l'espace qui nous permet d'être complètement témoins, continue à maturer jusqu'à 30 ans pour les femmes et 40 pour les hommes. Et le tout petit enfant, il n'a pas accès à ce plan qui lui permet d'être témoin. Il est prisonnier des états d'urgence de l'instinct. Ce qui lui permet de passer les caps difficiles, c'est la présence d'adultes qui, étant eux sur leur cortex, donc étant témoins de ce que vit l'enfant, peuvent accueillir ce que vit l'enfant et peuvent lui permettre de relativiser, lui dire « écoute, ça va passer, je t'explique, voilà, il s'est passé telle chose parce que, admettons, un enfant qui, en primaire, 7 ans, hein, l'enfant en France, il rentre à l'école primaire à 6 ans. Donc imaginez un enfant de 6 ans qui n'arrive pas à rentrer dans l'apprentissage de la lecture. S'il a un instituteur un peu nerveux qui, à un moment donné, sans se rendre compte, pas par malveillance, mais juste par inconscience, balance à l'enfant quelque chose d'humiliant qui va le diminuer, l'enfant, il n'a pas la capacité de se dire « Ah ben mon institut aujourd'hui, il a dû se disputer hier, ou il n'a pas bien dormi cette nuit, il n'est pas de bonne humeur. » Donc, ce n'est pas pour moi, c'est son histoire. L'enfant, il ne peut pas, c'est juste impossible de se dire ça. Donc, nous, on va, avec notre approche, on va devenir le témoin bienveillant qui avait manqué, de manière à ce que, pour ce petit enfant qui est encore existant en chacun, un espace de résolution soit ouvert à partir du plan unifié du cœur et que les blessures soient, du coup, transformées. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs importants. Et puis, un autre objectif qui est extrêmement important, c'est les ressources. On a tous des potentiels. C'est ma grille de lecture, hein, donc j'en assume la responsabilité, vous voyez peut-être les choses autrement, mais on a tous des potentiels qui nous rendent uniques. On est tous uniques et on a tous des capacités qui font que nous sommes différents des autres. Rodolphe Mayer, qui va faire demain matin je vous invite à y aller parce que je connais sa conférence, elle est passionnante. Rodolphe Mayer va faire une conférence sur le cerveau demain matin, et c'est lui qui m'a dit la dernière fois, alors il intervient dans mes stages, en fait, dans mes stages de formation, et il nous a dit la dernière fois qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas 2 neurones identiques. Alors, vous imaginez au niveau de l'individu. On est tous vraiment différents et on a tous des ressources spécifiques. Et en lien avec l'éducation qu'on va avoir eue, admettons que vous étiez quelqu'un qui adorait dessiner, mais peut-être dans votre famille, on disait faut travailler et perds pas ton temps. Là, tu perds ton temps. Puis petit à petit, on va occulter les dons qu'on avait pour le dessin. Ou alors l'enfant aimait beaucoup chanter, et puis il y a eu des paroles malencontreuses du style tu chantes faux. Et on va occulter ce plaisir du chant. Donc, cette approche de la communication profonde accompagnée, elle va nous permettre d'aller visiter les ressources, de quitter les interdits, parce que quand on n'a pas accès à nos ressources, c'est en général qu'il y a des interdits familiaux liés, enfin en tout cas qu'on a entendu comme un interdit, lié à la ressource que du coup on ne va pas explorer. Donc ça, c'est un point, de mon point de vue, très important, parce qu'on parle toujours des blessures, mais on a aussi plein de ressources, et cette approche va nous mettre en lien avec les ressources. Et au niveau du handicap, parce que là c'est gigantesque, donc je vous citerai des textes, des extraits de textes tout à l'heure. Au niveau du handicap, on se rend compte que
l'absence de parole va de pair avec une conscience extrêmement vaste et du coup une compréhension des choses qui dépasse souvent de loin la nôtre, mais qui ne peut pas être exprimée à cause du handicap. Donc de la même manière, c'est une ressource qui va enfin pouvoir être exprimée et avoir sa place. Et puis, ce que je vous disais, hein, ça va nous permettre, je vous donnerai un ou deux exemples tout à l'heure, permettre que les obstacles rencontrés deviennent leviers de réalisation. Alors, au niveau du processus, parce que ça, c'est important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'accompagne, je soutiens la main. Donc, on va travailler de paume à paume. C'est-à-dire que ma main va être comme un réceptacle pour la main de la personne que j'accompagne. Et je le dis toujours aux personnes, quand vous vous sentez prête, confiez-moi votre main. C'est-à-dire, je ne vais pas aller la chercher, la main. Et de la même, que ce soit avec des personnes en situation de handicap ou des personnes valides, ça va être vraiment un soutien de la main, un accompagnement du geste extrêmement respectueux, hein, au niveau aussi du toucher, parce qu'on fait appel au sens du toucher. Et puis, de travailler comme ça c'est très important. Au niveau de la médecine chinoise, vous le savez peut-être, la paume de la main est un annexe du centre du cœur. Donc, en étant paume à paume, on est aussi cœur à cœur. Et ça participe vraiment à la posture, hein, qui est la nôtre dans l'accompagnement. Et j'écoute. Donc, en fait, c'est vraiment une posture très, très proche de la posture d'un ostéopathe qui travaille essentiellement en énergétique, hein, comme fait Seymour Bruxelles, qui est là dans le congrès. Et cette écoute, elle prend un petit temps. C'est-à-dire que je suis d'abord, je dis à la personne, quand vous vous sentez prête, confiez-moi votre main. Et puis, je demande à la personne de me laisser tout le poids de sa main. J'écoute un mouvement et ce mouvement, je l'accompagne. Hein, donc, une impulsion qui est assez subtile, alors sauf en cas d'autisme. Ce qui pose plein de questions, parce que j'ai observé que quand je travaille avec des personnes en situation d'autisme, et c'est vraiment seulement ce handicap-là, hein, le mouvement est porté par le tonus musculaire, il est volontaire, et je suis toujours très surprise de la profondeur des textes qui émergent avec un mouvement volontaire. Donc ça nous interroge vraiment sur qu'est-ce que le conscient, et où est la limite du conscient, et où s'arrête le conscient en cas d'autisme. Puisque, alors j'avais eu une expérience qui a été finalement un peu douloureuse à un moment donné, c'est qu'une adulte en situation d'autisme voulait absolument se faire baptiser, et elle avait demandé le baptême en séance avec moi. Et puis, le papa était protestant, et il m'avait expliqué que dans la... Alors moi, c'est pas une religion que je connais bien, et il m'avait expliqué que... c'était le papa, hein, qui amenait sa fille en séance, il fallait qu'elle ait un enseignement religieux et qu'elle puisse demander en conscience le baptême. Mais comme c'est une personne complètement mutique, comment faire? Et moi, j'avais dit au père de cette personne, je lui ai dit, ben, venez avec le pasteur, et puis il posera ses questions, et elle répondra. Alors, ce que j'avais oublié de nommer à ce moment-là, aujourd'hui je serai plus vigilante, c'est que les personnes en situation d'autisme, hein, on le sait ça, parce que vous avez ces dessins incroyables qui sont faits par des personnes en situation d'autisme qui ont juste regardé un monument et qui en 2 secondes peuvent vous redessiner toutes les fenêtres et tous les détails. Et de la même manière, elle avait complètement intégré mon clavier. Le clavier, il était intégré, elle n'avait absolument pas besoin de le regarder. Donc elle pouvait être dans un geste volontaire et comme ça, sans regarder le clavier. Et elle voulait tellement que le pasteur voie que c'était bien elle qui écrivait, qu'elle le regardait, puis elle répondait à ses questions. Sauf que le pasteur, il n'a pas cru au truc. Donc, bon, enfin, elle a fini par être baptisée, c'est toute une histoire, parce qu'il a une crise cardiaque, ce pasteur, juste derrière, et c'est un autre pasteur qui l'a baptisée. Mais, pour moi, il y a eu un défaut d'accompagnement, mais je crois que malheureusement, on apprend aussi, ou heureusement, on apprend aussi par les erreurs, parce que je n'avais pas suffisamment expliqué, parce que ce pasteur, visiblement, il ne savait pas ce que c'était que l'autisme. Et moi, je n'avais pas pris le temps de lui expliquer le processus et comment ça marchait. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'aurais bien été incapable de répondre aux questions qu'il posait. Donc là, ça nous interroge vraiment beaucoup sur ce qui se vit
pour la personne qui est à côté de nous et qui a sans doute accès à des espaces beaucoup plus vastes que ceux auxquels nous avons accès en tant qu'êtres communicants, mais qui par contre ne peuvent pas l'exprimer. Donc là, c'est vrai, je l'observe tout le temps. Donc quand je suis avec des personnes en situation d'autisme, autant quand je suis avec des personnes qui ont des grosses difficultés, qui ont un fibre moteur cérébral, donc parfois des grosses difficultés au niveau du geste, je vais prendre un tout petit clavier de façon à ce soit plus facile. Avec des personnes en situation d'autisme, je m'arrange pour avoir un grand clavier, au moins comme ça, de façon à ce que l'impulsion soit ample et que la personne soit vraiment actrice de ce qui se passe. Donc ça, c'était au niveau de l'impulsion. Alors, au niveau du processus, parce que ça, j'imagine que vous posez déjà un tas de questions, au niveau du processus, je vais me baser sur l'hypothèse qui a été mise en place par John Eccles, qui est un neurologue d'origine australienne et qui est prix Nobel de médecine. Alors, il est important de savoir qu'en France, le paradigme, l'hypothèse sur laquelle se base aujourd'hui la neurologie, malheureusement encore aujourd'hui en France, ce sont les hypothèses de Jean-Pierre Changeux, qui est neurologue, qui est prix Nobel de médecine, mais qui est un neurologue matérialiste, et pour qui, au niveau de l'hypothèse qu'il émet, les neurones sécréteraient la conscience. Comme le foie sécrète la bile, les neurones sécréteraient la conscience. Ça, c'est la grille de lecture qui, aujourd'hui encore, a cours en France. C'est une grille de lecture matérialiste qui, du coup, interdit, quelque part, d'accueillir une approche comme la nôtre. Parce que si les neurones sécrètent la conscience, comment est-ce que je pourrais expliquer que quelqu'un dont le cerveau est endommagé puisse avoir une conscience tellement vaste? C'est pas possible. C'est contradictoire avec cette hypothèse-là. Dans les pays anglo-saxons, une autre hypothèse, enfin dans certains pays anglo-saxons, mais ce sont plutôt les hypothèses de John Eccles, donc qui est aussi prix Nobel de médecine, qui ont cours. Alors, il a écrit un livre qui est abordable, qui s'appelle « Comment la conscience contrôle le cerveau ». Et alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça devient quelque chose de quand même très spécifique et très pointu, mais il a émis l'hypothèse de particules qu'il appelle psychions et qui ferait le lien au niveau du décodage. Hein. Mais après, je vous en parlerai mal, il vaut mieux lire le livre, ce n'est pas mon métier, hein, je ne suis pas neurologue. Mais par contre, ce qui est intéressant au niveau de l'hypothèse qu'il émet, c'est que le cerveau devient comme un poste de radio, en fait, qui va décoder la conscience. Donc, on va se mettre sur une fréquence et on va décoder. Donc, je peux décoder ce qui m'appartient, mais si je suis en lien avec quelqu'un, je peux très bien, c'est comme si je bougeais un tout petit peu le curseur et je vais décoder la conscience de mon partenaire de communication. Du coup, mon cerveau va faire office de poste de radio, de décodeur. Et à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, alors ça devient un réflexe conditionné, donc ça m'est quasiment pas possible de vous expliquer comment ça se passe. C'est un peu comme quand on sait faire du vélo, on va plus savoir détailler le vélo. Ça se met en place automatiquement, mais je ne suis plus en lien avec ce qui m'appartient, je suis en lien avec ce qui appartient à la personne que j'accompagne, tout en donnant quelque chose de moi-même. Parce que je ne peux pas faire que je ne sois pas là. Je veux dire, si je n'étais pas là, il ne se passerait rien. Donc, mon cerveau va être un peu comme un ordinateur, comme une banque de données, et toutes les terres que j'ai élaborées, toutes les compréhensions que j'ai eues, tous les mots qui sont à disposition dans mon cerveau vont être à la disposition de la personne que j'accompagne, tout en expérimentant que certains mots émergent qui, moi, ne me disent absolument rien, mais qui appartiennent à la personne que j'accompagne. Mais on est vraiment un décodeur. On est un décodeur cognitif, hein, donc mon cerveau est une banque de données. On est un médiateur moteur dans la mesure où, en cas de handicap, certains troubles neuromoteurs empêchent une impulsion d'aboutir. Donc l'accompagnement de la main va permettre au geste d'aboutir pour aller sur les touches du clavier de façon à ce qu'une communication puisse se mettre en place de manière intelligible, d'aller jusqu'aux mots et jusqu'aux détails. Et puis, un médiateur sensoriel, c'est-à-dire que je peux travailler avec une personne aveugle
ce sont mes yeux qui vont décoder les lettres. Donc, on n'a pas besoin, on peut accompagner des personnes sourdes, des personnes aveugles. En tant que médiateur sensoriel, je vais mettre mes sens à la disposition de la personne que j'accompagne. Tout en donnant, et ça je pense c'est très important de ne pas faire la parenthèse là-dessus, en tout cas de ne pas oublier cet aspect-là, tout en donnant quelque chose de moi, puisque je suis aussi le médiateur de communication. Donc forcément, je donne quelque chose de moi. Et c'est important de le nommer. Au niveau des mots, j'ai observé qu'il y a des choses très étonnantes qui se passent. Moi, il y a très très longtemps, j'ai fait une maîtrise de linguistique. Et autant vous dire que le vocabulaire de la linguistique est un vocabulaire très particulier. Je l'ai complètement oublié. Je ne connais plus ces mots-là. Et un jour, en séance, il y a un mot de linguistique qui émerge. Je savais qu'il existait, mais je n'avais aucune idée du sens du mot. Donc, on a regardé ensemble, on a pris le dictionnaire, et on n'aurait pas pu trouver un mot plus synthétique pour exprimer ce que la personne avait besoin d'exprimer. Donc, il y avait ce mot dans ma banque de données, la personne y a eu accès, moi je ne savais même plus du tout ce que ça voulait dire, mais quand on a vérifié dans le dictionnaire, c'était un terme symbolique en fait, qui était un raccourci pour tout ce que la personne avait besoin d'exprimer. Mais ça venait de mon cerveau. Et puis d'autres fois, c'est un exemple que j'aime bien donner parce que je le trouve très beau, une personne vient me voir et la problématique de cette personne, c'était, de toute façon, je ne peux pas m'aimer parce que personne ne m'a jamais aimé. Donc elle arrive en déposant ça. Et puis, je commence toujours mes séances par un mot-clé. Je dis aux personnes, on va demander à votre main de nous emmener sur un mot-clé pour la séance d'aujourd'hui. Et le mot-clé, c'était sureau. Alors moi, le sureau, à l'époque, je ne savais même pas que c'était un arbre. Enfin, j'étais vaguement. Je dis à la personne, mais ça vous parle, sureau? Oui, ben oui, la confiture de sureau. Et puis, très vite, derrière, elle écrit « Femme au sureau m'a aimée ». Alors, je lui demande comment ça vous parle. Elle me dit « Ah oui, c'est vrai, ma grand-tante qui faisait de la confiture de sureau. Ah, mais elle s'est occupée de moi. » Donc, pour cette femme, sureau, c'était symbole d'amour. Et il n'y avait que elle qui pouvait le décoder. Moi, je ne pouvais pas le décoder. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une sorte de co-création, en fait. On est dans un espace unifié et chacun donne ce qui a besoin d'être posé pour qu'un texte cohérent ou quelque chose de cohérent émerge. Là, j'ai repris, ça c'est un... J'avais trouvé cette citation-là dans un livre de Jean-Marie Pelt, donc je l'avais prise parce que je trouvais que c'était un beau résumé des tests de neurologie. C'est-à-dire que Jean-Pierre Changeux, qui a sa grille de lecture, le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile, et puis la grille de lecture de John Eccles, qui nous permet aussi, nous, de savoir sur quelle hypothèse on va se baser. On me demande toujours quels sont mes présupposés, et c'est important de reconnaître que oui, on a des présupposés. Je travaille avec une grille de lecture qui va aussi valider ce que je fais. C'est sûr que je ne vais pas m'appuyer sur une grille de lecture neurologique qui, au contraire, invalide complètement la possibilité d'une approche comme la nôtre. Alors, comme je vous le disais, on va accompagner le geste. On accompagne l'impulsion, mais aussi, ça je le note vraiment quand émergent des contenus un peu délicats sur le plan émotionnel, j'observe vraiment que le fait de soutenir la main, d'accompagner la main, ça crée un espace de sécurité et que la personne, elle peut se déposer dans cet espace-là. Je deviens un contenant pour ce qui n'avait pas pu être contenu autrefois. Et ça, c'est très important, l'espace de sécurité dans lequel l'accompagnant va se positionner. Et de confiance, du coup. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, la manière dont on va accompagner le geste est extrêmement respectueuse et bienveillante, et on ouvre cet espace de sécurité. Alors maintenant, ça c'était un jeune homme, Vincent, qui est tout à fait d'accord, hein, je demande toujours l'autorisation avant de... Donc, en ce moment, sa maman est en formation dans le groupe que j'ai en Haute-Savoie, et du coup, il vient de temps en temps nous parler pendant les formations. Donc là, il était venu nous parler, et
puisque là, je vous montre la photo de Vincent, il s'est passé quelque chose de très étonnant. C'est la première fois que je vis ça, c'était il y a 15 jours, où pendant le stage, donc, il vient une matinée, puis je lui demande s'il a des choses à dire au groupe. Donc c'est un enfant qui a des problèmes infirmes moteur cérébral, qui parle un tout petit peu, mais ses troubles neuromoteurs l'empêchent d'articuler. Donc c'est très très difficile de le comprendre. Et puis, la dernière fois que je l'ai facilité avec le groupe, donc, en lui demandant « Est-ce que tu as des choses, toi, à nous dire par rapport à cette approche ?» Il répétait ce qu'il tapait, et il répétait de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on a dû travailler ensemble à peu près 3/4 d'heure, et était présente une femme qui l'accompagne depuis très longtemps au quotidien, et qui est venue témoigner devant le groupe en disant « Écoutez, je suis vraiment émue, c'est la première fois que j'entends Vincent articuler 3 syllabes d'affilée et faire des phrases. » Alors du coup, moi je lui ai demandé en séance, devant le groupe, je lui ai dit « Écoute Vincent, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça ?» Et il a dit « Oui, j'ai quelque chose à dire. Quand tu soutiens ma main, tu te mets en lien avec l'air du langage dans mon cerveau. » Alors j'ai vérifié, l'air du langage est très proche de la représentation de la main au niveau du cerveau. Et ça facilite ma parole. Donc voilà, c'est tout nouveau. Comme j'ai un livre en cours, je vais témoigner. J'ai son accord pour témoigner de ça. Parce que je pense qu'il y a aussi des nouveaux espaces de compréhension à ouvrir par rapport à ça et au niveau de ce qui se passe sur le plan du cerveau. Parce que on sait aujourd'hui, il y a eu des IRM de fait pour 2 personnes centrées sur une même problématique. Ça, c'est il se trouve que ma fille aînée est neurologue et travaille, sa spécialité, elle fait de la recherche sur le cerveau préfrontal, donc c'est elle en fait qui m'a tenue au courant de ça. Elle m'a dit, aujourd'hui on sait que 2 personnes centrées sur une même problématique ou sur un même sujet, si on fait des IRM, on vient activer les mêmes espaces du cerveau chez les 2. Et du coup, se pose la question, dans notre travail, en fait nous sommes 2, mais nous sommes 1 en même temps, hein. Et il est vraisemblable que mes connexions neuronales qui sont en place vont être à la disposition de la personne que j'accompagne. Donc je pense qu'il y a vraiment des champs à explorer. Aussi au niveau de la dyslexie, ça c'est une grosse question que j'ai. Je pense que si on pouvait accompagner de manière très très régulière des enfants dyslexiques, mais beaucoup plus avec l'objectif d'écrire une histoire ensemble, pas forcément de la communication profonde, mais de la création, mais en soutenant la main, peut-être qu'en mettant mes structures à la disposition de la structure de la personne que j'accompagne, quelque chose peut s'harmoniser aussi pour elle. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous témoigner de ça. Et là, on va parler de la communication profonde accompagnée à l'usage des personnes qui ne peuvent pas communiquer verbalement. Attendez, je vais poser ça là. Je vais avoir des... Alors, déjà, ça va permettre une meilleure qualité de vie. Et là, j'ai aussi un témoignage assez récent à partager avec vous. Une de mes collègues travaille tous les mois avec un adulte autiste qu'elle va voir dans son institution. C'est une personne qui a des comportements assez violents, donc qui reste en fait toujours pensionnaire dans son institution. Et puis la dernière fois, donc c'est cette collègue qui m'a rapporté ce fait que je trouve très intéressant, et la dernière fois, elle lui a dit « Écoute Benoît, je viens que tous les mois », donc c'est un adulte qui est complètement mutique, hein, qui a des troubles autistiques et qui est complètement mutique. « Je viens que tous les mois et peut-être pour toi, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là ?» Et il lui a répondu, avec le clavier, « Écoute, c'est plus un problème pour moi parce que maintenant, quand tu n'es pas là, j'imagine que tu es là. Et comme tu m'as appris à poser des mots, eh ben, je peux faire comme si tu étais là et à l'intérieur de moi, poser des mots pour communiquer avec toi. » Donc ça pose vraiment la question de quelque chose se met en place au niveau de la structure intérieure. Et donc, ça va permettre de structurer la vie intérieure, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Et puis, les émotions vont pouvoir être exprimées. Alors là, je vous ai mis un... Alors, attendez, je vous l'ai mis parce que je trouve que c'est plus facile à suivre, mais du coup, il faut que je le retrouve sur mes propres papiers. Voilà. Il y a un texte que je ne vous ai pas lu. Donc ça, c'est le texte que j'ai mis là. « Un nouveau visage se met en ma propre image.
ces paroles de sagesse me donnent un nouveau visage. Ça a été écrit avec un jeune homme qui a des troubles de trisomie 21. Alors, il bouge tout le temps. Bouger me permet d'être en face de la réalité terrestre sans trop d'angoisse. Je bouge comme un pantin quand au-dedans je suis un sage. C'est mon chemin de tromper les apparences pour que les apparences soient revisitées en conscience. Donc ce jeune homme, depuis qu'il écrit, il trouve sa place. Et sa maman me dit, ça a complètement changé en fait, sa relation au monde, parce qu'il trouve sa place et il peut exprimer. Un autre point très important de cette approche pour les personnes privées de l'usage de la parole, c'est que l'absence de parole fait que les personnes autour ne savent pas toujours ce qui se passe. Même si les mamans, je me rends compte quand j'ai des mamans en formation, les mamans, elles sont dans ce lien de télépathie, dans ce lien de cœur à cœur avec leurs enfants, toujours, mais en tant que parents, on doute. On se dit, est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc là, ça va vraiment permettre à l'entourage de savoir ce qui se vit. Et cet extrait de texte que je vous ai mis là, c'était une très belle histoire d'une femme que j'ai accompagnée en fin de vie. Elle avait eu un accident qui l'avait paralysée. Mais c'était intéressant parce que, même complètement paralysée, moi, je captais son impulsion, qui nous prouve bien que ça ne venait pas du tonus musculaire. Et elle parlait beaucoup à son mari, donc c'était une femme déjà âgée. Et la plupart du temps, elle s'adressait à son mari quand je venais travailler avec elle. Donc son mari était toujours présent. Et son mari n'osait pas exprimer ses larmes. Parce que pour lui, il voyait bien que c'était la fin et il voulait la ménager. Et elle lui a expliqué, elle lui disait, écoute, je sais que tu as envie de pleurer, ce serait beaucoup plus facile pour moi si tu osais exprimer tes larmes. Alors, ça, c'est pas ce que je vous ai mis là, mais c'était joli la manière dont c'est passé, parce que lui, il lui a demandé, donc c'était interactif, dans ces cas-là, je tiens compte des différentes personnes, donc là, je demandais à son mari, est-ce que lui, il avait quelque chose à exprimer, et puis je demande à sa femme de répondre, qu'est-ce qu'elle a à dire à ça. Et lui, il lui dit, mais je ne sais pas comment faire puisque toi, tu ne parles pas. Et elle lui a répondu, écoute, parle-moi et installe des silences après tes paroles. Et dans ces silences, je te répondrai. Donc, c'est aussi mettre en place un mode de communication différent, en fait. Alors, cet homme était bouleversé. Il me disait, mais comment elle peut savoir tout ce qui se passe en moi ? Donc aussi, c'était avoir cette conscience. Et puis, elle a écrit cette phrase que je trouve magnifique, de profondeur, pour que son mari s'autorise à exprimer ses larmes, différencie le chagrin de l'angoisse, le chagrin lave, ne le crains pas, le chagrin contenu est angoisse stérile. C'est toute une leçon de vie, en fait. Donc, c'est vraiment aussi permettre à l'entourage de savoir ce qui se joue. Et puis un autre point qui est de mon point, qui je pense est extrêmement important, c'est de permettre aux personnes de trouver leur place. Alors, on peut travailler aussi bien avec des personnes qui n'ont jamais parlé qu'avec des personnes qui ont parlé et puis qui, à la suite, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral, ne peuvent plus parler. Et ce texte-là, il a été écrit avec une femme qui est grand-mère, qui a plusieurs petits-enfants. Et cette femme, à un moment donné, une de ses petites filles adolescentes commençait à prendre un tournant un peu dangereux, c'est-à-dire qu'elle touchait un peu à la drogue, elle s'était installée dans un squat, enfin, bon, des choses qui arrivent, mais qui sont un peu délicates. Et un jour où j'allais travailler avec cette femme, donc la grand-mère de cette petite fille, toute la séance, elle l'a faite pour sa petite fille. Et alors, c'était hallucinant, parce que sa main, elle partait comme ça. Déjà, quand elle m'a vue arriver, elle était là, prête à écrire. Et c'était extraordinaire, parce qu'elle lui a dit, écoute, moi, de mon lit, je ne bouge pas de mon lit, mais je bouge autrement, ça, tu t'en aperçois pas. Et je sais exactement ce qui se passe. Puis elle lui décrit, lui dit, tu vois, là, tu es en train de gâcher complètement ta vie. Tu as des choses très belles à faire, tu as des belles choses à réaliser et tu es en train de te gâcher. Donc moi, je te demande de te reprendre en main, d'arrêter tes bêtises. Enfin, c'était un terme. Donc la fille qui était la maman de cette jeune fille était présente. Elle m'a dit, je retrouve ma mère quand elle se fâchait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, elle a pu exercer sa fonction de grand-mère. Quelque part, cette fonction de sage, que malheureusement, parfois aujourd'hui, on perd un peu de vue, de sage qui voit les choses et qui peut parler à ses petits-enfants,
d'une autre manière et qui a été entendue, puisque tout de suite, cette jeune fille a fait une psychothérapie. Elle a dit à sa mère, quand elle a lu le texte, elle a dit à sa mère, « Mamie a raison, je vais me prendre en main », et tout a changé. Donc ça, c'est énorme. Alors là, la dernière fois que je l'ai vue, elle a demandé, elle a donné toutes ses directives pour le repas de Noël. Elle a dit, voilà, je veux qu'on se réunisse de telle manière, je serai présente. Sa fille est formée, donc sa fille peut la faciliter. Tu me faciliteras de manière à ce que je puisse parler à tous les membres de la famille. Donc c'est fabuleux parce que ça donne du sens à sa vie. Elle a repris sa place et ça donne du sens à sa vie et chacun retrouve sa place dans la famille. Donc on va le trouver pour des personnes âgées, on va le trouver de la même manière au niveau des fratries. Une chose qui s'est passée l'année dernière avec un enfant qui a des problèmes, qui est infirme moteur cérébral que j'accompagne, il a dit à sa maman, écoute, la maman aussi peut le faciliter, elle est formée, il a dit, je voudrais écrire un conte de Noël avec toi, donc c'est l'aîné d'une famille de 3. Je voudrais écrire un conte de Noël avec toi, ma toute petite sœur fera des dessins et la plus grande jouera de la musique et tous ensemble, on vous fera ça pour Noël. Donc, pareil, il a sa place pour Noël, grâce à l'écriture, il peut trouver sa place dans sa famille, sa place d'aîné en fait. Donc c'est extrêmement important. Alors ça, c'était ce texte-là, il était écrit par cette femme dont je vous parlais, qui a fait un AVC. À chaque fois que je vais la voir, elle exprime aussi sa difficulté en lien avec ce que vivent les personnes du service dans lequel elle est hospitalisée. Et elle exprime aussi son désarroi face au fait que les infirmières ou les aides-soignantes ne se rendent pas compte qu'elles captent toute leur mauvaise humeur, qu'elles captent tous les états d'âme et que quelque part, ça vient la polluer, même si elle est dans une grande paix intérieure, mais ça vient vraiment en totale contradiction avec ce qu'elle vit. Et bon, là, on se rend compte qu'on a un gros travail de prise de conscience à faire pour... Alors, si vous avez lu le livre de Jill Bolte-Taylor, Voyage au-delà de mon cerveau, si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous le conseille, il est magnifique. C'est une neurologue américaine qui, à la suite d'un AVC, est devenue extrêmement réceptive. Donc, elle a été hospitalisée à la suite de son AVC. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle a mis 8 ans à récupérer complètement. Mais comme elle est neurologue, elle a pu, de l'intérieur, explorer tout ce qui se passe. Et elle témoigne de cette réceptivité qu'elle avait. Et elle savait... Donc, c'est son cerveau gauche qui avait été empêché de fonctionner à cause de l'AVC. Donc, elle était complètement sur son cerveau droit. Et elle explique comment, en fait, l'entrée d'une infirmière bienveillante et respectueuse était OK pour elle, mais qu'elle savait tout de suite si la personne était intrusive ou pas, et que c'était extrêmement inconfortable pour elle. Donc, c'est des témoignages, mais que moi, je vais aussi observer dans mes accompagnements. Les personnes vont de la même manière l'exprimer. Alors, je vous disais tout à l'heure, on va aider la vie intérieure à se structurer. Ça, c'est une jeune fille que j'accompagnais, très timide, qui a fini, en fait, avec différents accompagnements à sortir de son autisme. Elle avait un autisme léger. Et je trouve sa phrase très belle. « Je tisse avec toi un tissu de mots qui me remet en contact avec une partie de moi cachée, comme un écureuil qui retrouve sa liberté hors de sa cage. » Alors, on va aussi voir des richesses absolument insoupçonnables. Alors là, je vais aller un petit peu plus loin. Il faut que je surveille ça. Je surveille l'heure parce que je vois que ça passe vite. On va aller un petit peu plus loin avec Muriel. Donc Muriel, alors j'ai toujours demandé l'autorisation, bien sûr, aux personnes dont je cite les écrits, mais j'observe que les personnes privées de l'usage de la parole non seulement souhaitent que nous témoignions, mais elles souhaitent qu'on donne leur prénom. Quand je cite des personnes valides, je change les prénoms pour garder l'anonymat, mais c'est une manière aussi de reconnaître la place et la présence de la personne privée de l'usage de la parole. Donc, Muriel, elle m'a vraiment fait travailler, parce qu'un jour, elle tape avec moi, je vois plusieurs chapitres séparés par un mur de vie. Alors, je lui dis, mais c'est quoi un mur de vie? Elle me répond, le mur de vie, c'est quand on passe d'un plan à un autre
pour contacter une autre mémoire de vie. Je t'enseigne la métaphysique. Je te fais comprendre le monde qui sont dans le monde. Je survis grâce à ma vision des mondes rassemblés dans le cœur de Dieu. Et puis, je lui dis, je ne suis pas sûre de toujours bien comprendre. Et là, elle écrit, ne cherche pas à comprendre. Je te parle du monde du dedans. Ce monde qu'on ne peut voir avec les yeux et que connaît le fond de l'œil en transparence. Le négatif de la photo de vie. Prise de tête de trouver une désignation pour nommer l'innommable. Car ce que je ressens, je ne peux le dire autrement. Trouver... là, je vous le situerai après. Alors, à un moment donné, quand elle sent que vraiment je suis un peu bouchée, entre guillemets, que je ne comprends vraiment pas bien ce qu'elle veut me dire, elle finit par me dire « Toi, tu es encore chenille, enfermée dans des ornières, enfermée dans les anneaux de la matière. Je vois autrement, je regarde d'en haut comme le papillon qui a quitté sa chrysalide et s'envole tout là-haut dans le ciel. Le papillon s'envole et laisse sa coque en bas posée sur un brin d'herbe. » Quelque part, elle m'explique que là, je suis un peu handicapée. Donc, c'est intéressant de voir que les rôles se retournent et que de temps en temps, on se rend compte que notre capacité de présence consciente vient des fois oblitérer notre capacité de compréhension interne. Et ce que j'ai trouvé aussi joli, c'est qu'elle explique, c'est Muriel, qui explique comment marche le processus. Qu'est-ce que c'est que cette communication profonde accompagnée? Et elle, sa manière de le dire, parce que, alors, elle est une personne qui a des troubles autistiques, elle est hors du temps. C'est quelque chose que j'observe vraiment, c'est que souvent, le handicap fait que la personne, elle vit dans un espace hors temps. Et quand j'accompagne une personne en situation de handicap, je veille toujours à ce qu'il n'y ait absolument pas d'attente. Parce que attendre, c'est insupportable. Justement parce que tout est immédiat, tout est dans l'immédiat. Et là, c'est joli de voir comment elle écrit ce qui se passe pour elle. Trouver ligne du temps, marcher entre les mots et sélectionner celui qui sort sur le ruban. C'est ce qui se passe pour elle, en fait, au niveau de la communication profonde accompagnée. Alors, on va quand même prendre un petit temps, parce que c'est aussi un espace d'accompagnement très important. C'est aussi, la communication profonde accompagnée peut vraiment être aussi mise en place au bénéfice des personnes valides qui rencontrent des difficultés dans leur vie ou qui sont face à des choix. Ça permet parfois de faire le point et de... bien sûr qu'on ne va pas choisir en séance, on va pas, ça c'est pas l'objectif, c'est la personne qui sait ce qu'elle doit choisir, mais par contre ça peut lui permettre de bien regarder tous les éléments dont elle a besoin pour faire ses choix. Et là, moi, je me réfère beaucoup au processus d'individuation tel que Jung. Je me base beaucoup sur la psychologie de Jung, qui était vraiment un grand précurseur, et qui parle du processus d'individuation, c'est-à-dire devenir la personne que nous sommes appelés à être et en même temps intégrer tous les aspects qu'on a refoulés, qu'on a mis de côté. De la même manière, on va pouvoir avoir accès aux mémoires familiales. J'ai mis en place des tableaux que je vous montrais tout à l'heure, et puis on va pouvoir exprimer les charges émotionnelles. Alors, au niveau des émotions, on ira, pour ceux d'entre vous qui assistaient à l'atelier, après j'irai un petit peu plus en détail, parce que l'atelier, on va vraiment le faire autour des émotions, mais on peut aussi bien être parasité par des charges émotionnelles qui appartiennent à l'arbre généalogique qu'être nous-mêmes sur ce que l'analyse transactionnelle appelle un élastique, c'est-à-dire avoir une réaction émotionnelle disproportionnée parce que ce qui se passe dans l'ici et maintenant me renvoie à une autre histoire bien plus ancienne. Donc ça, avec une approche comme la nôtre, on va pouvoir aller le visiter et du coup retrouver un fonctionnement émotionnel juste, parce qu'on a besoin de nos émotions, elles participent, c'est un mouvement de vie, hein, les émotions, elles participent à notre dimension humaine, mais par contre, c'est important d'être témoin de nos dysfonctions, parce que nos dysfonctions vont nous faire avoir des comportements inappropriés dans certaines situations. Donc, pour ça, c'est vraiment efficace. Alors là, voilà, par exemple, quand l'émotion n'est plus liée à la cause qui l'a provoquée, ou une émotion se substitue à une autre. Vous savez, parfois, dans certaines familles, on n'a pas le droit à la colère.
Mais c'est une charge émotionnelle, la colère. Et si je n'ai pas le droit d'exprimer ma colère, il y a des chances que quelque chose se mette en place différemment et que du coup, ça va s'exprimer sous forme de tristesse. Par exemple, si dans une famille, on n'a pas le droit de se mettre en colère, mais par contre, si je pleure, on vient me consoler et on prend soin de moi. Sauf qu'à un moment donné, le corps, il apprend ça. Et c'est que le corps apprend quand mon espace vital, puisque la colère est là pour nous permettre de garantir l'espace vital, quand mon espace vital est menacé, eh bien, au lieu d'être dans une saine et sainte colère, je vais avoir envie de pleurer. Et ce n'est pas du tout approprié. Donc, on peut vraiment prendre contact avec ça pour retrouver un fonctionnement émotionnel adapté et puis déposer ce qui appartient à nos ascendants. Alors, je travaille beaucoup avec l'impulsion. De mon point de vue, l'accompagnement du geste est très importante parce qu'elle permet aux personnes d'être actrices, en fait, de ce qui se passe. Donc, j'ai mis en place des tableaux qui permettent de valider ce qui s'écrit par l'impulsion. Donc, on va accompagner le geste, et si le texte renvoie à la petite enfance, eh bien, parfois, je sens qu'on a besoin d'affiner. Donc, on va aller voir, bon, ça concerne quel moment de la vie, et puis qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, on regarde, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait un peu loin. Mais donc, voilà, j'ai aussi des chiffres, des oui-non. Je balise aussi par des oui-non. C'est-à-dire que si ce qui émerge ressemble beaucoup à mon histoire, je vais quand même m'interroger. Je vais me dire, mais est-ce que là, je ne suis pas dans une projection inconsciente? Donc, je vais vraiment me réaligner au niveau de ma posture et puis demander. Et ça, c'est très important. Ça fait partie de notre éthique, d'être très vigilant et de se réapproprier nos projections. Parce que sinon, on rentrerait dans de la manipulation. Donc, d'être vraiment très vigilant avec ça. Et puis, on peut vraiment, et c'est là où j'ai intégré dans l'approche la grille de lecture systémique, la grille de lecture utilisée en constellation familiale, parce que, avec une approche comme la communication profonde accompagnée, il est assez facile, assez aisé de prendre contact avec un contenu qui appartient aux mémoires familiales de manière à s'en détacher et être sur son propre destin. Donc, j'ai mis en place... alors, attendez. Voilà, il est là. J'ai mis en place des tableaux et en pointing, on peut... Alors ça, c'est extraordinaire parce que la main nous emmène vraiment sur la personne qui a besoin d'être vue, sachant, je ne vais pas m'étaler trop longtemps parce que c'est un très, très vaste sujet. Ça, je le regarderai plus dans l'atelier que j'anime demain matin. Mais... une des choses essentielles dans la grille de lecture systémique telle que pratiquée dans les constellations familiales, mais on va le retrouver ailleurs, c'est que tous ceux qui sont nés dans une famille ont un droit inaliénable d'appartenance à la famille. Et vous pouvez regarder ce tableau comme un mobile. Le descendant, celui qui est tout en haut, donc, en fait, là j'ai mis la famille comme des racines, et si quelqu'un a été exclu de l'arbre généalogique, alors autrefois, il y avait plein de raisons d'exclure quelqu'un, il y avait des tabous liés à des maladies, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, la tuberculose était tabou, et on excluait les gens aussi pour éviter la contagion, à l'époque on ne pouvait pas la soigner. Certains deuils trop difficiles font qu'on va arrêter de parler de la personne, mais quand on arrête de parler de quelqu'un, en fait, on l'exclut. Et ce qui peut se produire, c'est qu'un descendant, dans un désir inconscient de rappeler la présence de l'exclu, va, au lieu d'être sur son destin, il va être sur le destin de celui qui a été exclu de l'arbre généalogique. Donc ça, c'est une grille de lecture que je trouve très économique sur le plan thérapeutique, parce qu'à partir du moment où on a identifié l'exclu, on lui redonne sa place, et redonner sa place, c'est simple. Il suffit juste de dire « tu es mon arrière-grand-père, tu as vécu », on va nommer ce qu'il a vécu, « tu fais partie de la famille et tu as une place dans mon cœur ». Et quand on dit ça, on redonne sa place à l'exclu. Donc ça prend peu de temps. Et par contre, c'est important que ce soit sincère, bien sûr, sinon ça ne fait pas de sens. Et du coup, on va libérer la personne, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur le destin de l'exclu, elle va pouvoir vivre sa propre vie et être sur son propre destin. Donc ça, c'est vraiment une grille de lecture que je vais utiliser aussi bien en situation... Bon, si j'accompagne quelqu'un en situation de handicap, là, je vais vraiment inviter les parents à s'impliquer, parce que, mais c'est vraiment une grille de lecture que j'utilise beaucoup.
Alors, il y avait quelque chose que je voulais vous nommer là, parce que ça me semble important et qu'on n'en a souvent pas conscience. Nos ancêtres sont nos racines. Et c'est intéressant, si vous observez ce qui se passe dans d'autres cultures, les disciplines comme le Qigong, comme le Tai Chi, qui sont des disciplines extrêmement enracinées, se sont développées dans des pays dans lesquels, dans la tradition, parce que je sais bien qu'en Chine, beaucoup de traditions ont été perdues, mais la tradition, c'était qu'il y avait dans toutes les maisons un autel aux ancêtres, et que les ancêtres étaient respectés et vénérés. Et c'est intéressant de voir, j'ai vécu 10 ans au Japon, donc je connais bien le Japon, mais je sais que c'est pareil en Chine, et c'est intéressant de voir que ces disciplines-là, comme l'aïkido aussi, se sont développées dans des pays où les ancêtres sont respectés, donc où les personnes sont enracinées. Et dire oui à son arbre généalogique, ça participe de l'enracinement. Vous pouvez faire 50 ans de tai chi, si vous dites non à votre vie sur Terre et non à votre arbre généalogique, vous n'aurez jamais de vrai enracinement. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vraiment dire oui à la vie et dire oui à son arbre de manière à ce que les ressources soient disponibles. Et ça je l'ai observé dans des accompagnements de personnes multiculturelles. J'ai accompagné à un moment donné une personne dont le père est anglais et la mère française, et elle avait un refus des origines anglaises. Donc, elle n'avait pas vraiment investi la langue, elle n'allait jamais voir sa famille, et elle n'était pas sur sa vie. Et elle s'est aperçue que pour avoir accès aux ressources de sa famille anglaise, il fallait qu'elle dise oui. Si je refuse une partie de ma famille, je me coupe de toutes les ressources liées à... Alors, je ne vous rentre pas dans les détails, ça prendrait trop de temps, mais c'est vraiment un point très important dans notre accompagnement. Donc, voilà l'arbre. Alors, au cours d'une séance, il va y avoir des validations. Quand je vous parlais du suro tout à l'heure, pour moi, c'est une validation. C'est-à-dire que ce mot suro, pour moi, il n'a aucun sens, mais il a un sens pour la personne que j'accompagne. Donc, dans une séance, on va toujours faire en sorte qu'il y ait régulièrement des validations. Et je demande aux personnes comment ça te parle, comment ça vous parle. Quand la personne est en situation de handicap de la parole, je mets en place des codes selon le handicap, mais c'est toujours possible. Je n'ai pas rencontré une situation où ce n'était pas possible. J'avais accompagné un moment un jeune homme en phase d'éveil du coma. Il pouvait juste bouger ses yeux. Donc, j'avais mis en place, je lui avais dit, quand tu es d'accord avec ce qui s'écrit, c'est oui. Tu fais une fois, tu clignes une fois les yeux, et quand tu n'es pas d'accord, 2 fois. Et de temps en temps, on est au plus juste. Donc, parfois, on peut s'écarter. Hein, il faut bien voir que c'est une communication dans laquelle on va être au plus juste puisque nous donnons quelque chose de nous-mêmes. Donc, c'est très important que la personne puisse dire « Non, mais là, ce qui s'écrit, ça ne me parle pas tout à fait. » Et puis, on va se réaligner pour être vraiment au plus juste. Donc, avec les personnes Muriel dont je parlais, elle vient poser sa tête sur mon épaule. Ça veut dire que c'est bon, elle a compris. Une autre personne en situation de 10, elle me fait un bisou. Dès que ça lui fait du bien et qu'elle est complètement OK avec ce qui s'écrit, elle me fait plein de bisous pendant la séance. C'est sa manière de valider. Mais c'est hyper important que la personne, elle soit vraiment actrice et qu'elle puisse valider. Parce que c'est pareil, sinon, si on n'est pas vigilant sur ce point-là, on pourrait tomber dans de la manipulation. Donc d'être vraiment très vigilant tout en sachant que les personnes privées de l'usage de la parole, elles vous scannent. Et que ce n'est pas possible de les manipuler parce qu'en fait, elles savent. Quand vous rentrez dans la pièce, elles savent exactement qui vous êtes. Et si ce n'est pas OK pour elles de travailler avec vous, ce ne sera pas possible. Mais bon, de toute façon, c'est important, c'est le respect de l'autre que de lui demander de valider. Donc on a différentes validations qui vont émerger et puis je vais rentrer dans le comment tout ça, ça vous parle et on va faire le point. Alors, un autre point important dans notre travail, je vais toujours terminer, alors ça se fait automatiquement parce que nous sommes en lien avec l'être, avec un E majuscule, et la séance ne peut être thérapeutique que parce que nous travaillons avec la transcendance, et il y a toujours une ouverture vers le mieux-être qui s'inscrit au sein même de la séance. En principe, je donne les écrits tout en étant très vigilante, c'est-à-dire qu'en situation de handicap, les personnes vont avoir leur espace secret. Il y a un jardin secret et
des écrits qui ne seront pas communiqués parce que ça fait partie du jardin secret de la personne. Puis il y a une autre partie qui sera interactive et où ça va être communiqué. À un moment donné, j'accueillais une jeune femme qui m'était amenée par un éducateur d'une institution. Donc on choisissait ensemble ce qu'elle avait envie de mettre dans son dossier. En général, elle écrivait un poème à chaque fois, entre autres, hein, et ce poème, je l'imprimais, je le donnais à l'éducateur parce que ça, c'était ce qu'elle voulait mettre à la disposition de tout le monde de ses écrits. Donc vraiment dans le respect de la confidentialité et puis le respect aussi de ce que la personne a envie de partager ou de ce qu'elle n'a pas envie de partager. Un autre point important au niveau des écrits, si j'accompagne une personne valide qui a un mental très costaud, qui pourrait reprendre l'aspect souffrance, je vais le nommer, mais il peut m'arriver de dire à la personne, écoutez, j'ai l'impression que vous revenez facilement sur vos souffrances. Elles ont été exprimées et accompagnées. On n'a pas besoin de revenir dessus. Donc, je vous le mets en caractère 8. Vous savez, en police 8, il faut déjà des bons yeux pour le lire. Et puis, les ressources, je vous les mets en police 14. Donc, je le nomme, évidemment. Je ne vais pas manipuler la personne. Je lui dis, voilà, je fais ça parce que ça vous permet de rester sur vos ressources. Les souffrances, vous les avez exprimées. Si vous voulez faire un travail de conscience, vous pouvez revenir dessus, mais ce n'est pas nécessaire. Et c'est surtout nécessaire de ne pas réalimenter, que le mental ne reparte pas dans son disque de victime, quoi, pour réalimenter ces espaces-là. Et l'objectif final, hein, ça va être témoin, se libérer de l'attachement au passé, et puis d'être vraiment présent dans son quotidien. Et je dis toujours ce qui émerge dans nos séances, donc on ne va jamais fouiller le passé. Ça, c'est un point très, très important. Ce qui émerge dans nos séances a pour objectif de permettre à la personne de vivre son présent avec une conscience accrue. Donc, ce sera toujours des instantanés et toujours en lien avec ce que vit la personne aujourd'hui. Hein, mais on ne peut pas travailler dans un esprit de curiosité, et moi je refuse. Si une personne vient me voir et qu'elle me dit « je viens par curiosité », je lui dirai « écoutez, moi je ne peux pas travailler avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière votre curiosité ?» Et on va explorer, mais si c'est que de la curiosité, sur un plan éthique, je vais refuser. De même que dans la mesure où on a accès aux mémoires familiales, si une personne, ça m'est déjà arrivé, parce que voilà, et après vous dites un certain nombre de choses, puis c'est reçu, pas toujours de la manière dont on l'a dit, on sait ce qu'on dit, mais on ne sait pas ce que la personne vient faire avec ce qu'on a dit derrière. Donc il m'est arrivé que quelqu'un me dise « Ah, j'ai l'impression que mon arrière-grand-mère, elle a un secret, puis je voudrais bien connaître son secret. » Alors ça, c'est clair que moi, je ne travaille pas avec ça. Non seulement je ne travaille pas avec ça, mais dans ces cas-là, je dis à la personne « Écoutez, on va faire un petit exercice. Mettez-vous en lien avec votre être à l'intérieur. Fermez les yeux. Projetez-vous, mettons que ce soit une personne de 40 ans, je vais lui dire, projetez-vous dans 50 ans. Et peut-être dans 50 ans, vous êtes dans une maison de retraite parce que vous ne pouvez plus assumer votre vie toute seule et personne ne peut vous recueillir. Et imaginez que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, parce que votre maison est en vente, ils viennent vider la maison, puis ils voient un tiroir où il y a toutes vos lettres, puis ils prennent les lettres et puis ils disent « Oh, je voudrais bien savoir les secrets de notre arrière-grand-mère. » Qu'est-ce que ça vous ferait? En général, la personne me dit « Ok, d'accord, j'ai compris. » Mais c'est vraiment, je trouve qu'il y a au niveau du secret, ça a parfois été nommé avec un manque de respect des personnes concernées. Donc c'est vrai que moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que sinon, une approche comme la nôtre, elle serait vraiment utilisée, enfin, je pense que ça n'émergerait pas parce que n'émerge que ce qui est juste, mais en même temps, au niveau de l'intention, c'est important d'être très clair et d'être très respectueux de la personne qui vient nous voir, mais de l'arbre généalogique de la personne qui vient nous voir. Ça, c'est vraiment très important. Alors ça, c'est la phrase de Durkheim, je la trouve très importante. Elle est dans le livre Ara. Pour ceux qui connaissent le travail de Durkheim, qui a vécu au Japon, qui est allemand. Et je trouve cette phrase est très importante parce que ça nous remet dans le présent, dans l'ici et maintenant. La voix est un oui inconditionnel à ce qui est. Donc mon arbre familial, il est. Ma vie, elle est. Et ça nous invite à accueillir ce qui est à partir d'un espace unifié, même s'il y a des aspects de nous pour qui c'est difficile. On peut, à partir d'un espace unifié, avoir conscience des aspects de nous pour qui c'est difficile de dire oui, mais sans être dans la division. C'est vraiment l'objectif de cette approche, ça va vraiment être un objectif de réunification,
Donc surtout pas d'entrer dans la division. Est-ce que j'ai le temps? Ça va être vraiment juste. Je vous donne juste cet exemple-là, on ne va pas aller plus loin. Je vous disais tout à l'heure que cette approche va permettre d'être en lien avec le potentiel qui, en fait, est comme l'envers de la médaille de la blessure. Alors ça, c'est un exemple d'une personne que j'ai accompagnée, j'en parle dans un de mes livres, et c'est une personne dont toute la problématique était le rejet. Alors, il y avait quelque chose qui venait de l'arrière-grand-mère, qui avait émigré, qui avait été très mal accueillie quand elle est arrivée en France, qui s'est sentie rejetée, qui a eu un enfant d'un homme qui l'a abandonnée. Et puis, cette personne qui vient me voir, elle arrive, elle est la 5e enfant d'une famille. Quand elle arrive, ses parents ne sont pas prêts à l'accueillir, c'est beaucoup, c'est trop. Et toute sa problématique est le rejet. Et en fait, ce qui a été vraiment très joli dans son accompagnement, c'est qu'il y a eu un vrai retournement au moment où elle a réalisé que derrière la problématique du rejet, il y avait un potentiel de s'accepter elle-même et d'accepter toutes les ressources qui étaient en elle. Et c'est une femme qui avait des grandes qualités artistiques, mais qui ne s'était pas autorisée à les développer, qui peignait enfant, qui faisait des très belles peintures. Et quand elle a pris conscience que, en fait, elle était tellement dans la peur du rejet qu'elle l'anticipait et que du coup, elle le provoquait. De provoquer le rejet, c'était une manière de contrôler, en fait. Au moins, elle savait à quoi elle allait s'attendre. Quand elle a eu conscience de ça, il y a eu un vrai retournement. Elle est retournée dans la création artistique. Elle a complètement changé de voie. Elle s'est mise à faire des expositions. Et en s'acceptant, elle a été acceptée et elle a pu se montrer et faire des expositions. Donc c'est vraiment de voir que le potentiel était là et il était aussi important que la blessure. Et je regarde toujours les personnes comme ça. C'est-à-dire toujours de voir que derrière la blessure, il y a toujours un potentiel qui est aussi important que la blessure, donc qui va permettre de la transcender. Vraiment de voir la personne avec sa force, et aussi en situation de handicap, parce que je crois que pour une personne en situation de handicap, il n'y a rien de pire que de sentir que les personnes autour de vous pensent au la pauvre, ou au le pauvre. Ça les diminue, c'est de la pitié, qui diminue, qui affaiblit l'autre. Alors que de voir la personne avec des ressources qu'on va pouvoir laisser s'exprimer par le clavier, ça lui redonne sa place et ça lui redonne sa force. Donc voilà, il y a un autre exemple, je vais aller très vite, mais je le trouve intéressant aussi celui-là, parce que là c'est un homme qui a été conçu alors que sa mère portait un stérilet. Et toute sa vie, il arrive de manière impromptue, inattendue. Donc, il naît en avance, les parents sont en vacances, rien n'a été prévu. Et tout dans sa vie se met en place comme ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui était joli dans l'accompagnement de cet homme, c'était de voir qu'en fait, il était destiné à être un pionnier. Et quelque part, il se prépare intérieurement à ne pas être accepté. Parce que être pionnier, ce n'est pas du tout confortable. Vous arrivez alors que les autres ne sont pas encore prêts à entendre votre parole. Et tout d'un coup, il réalise que toute sa vie l'a préparé. Et qu'à partir du moment où il s'accueille comme un pionnier, donc il dérange les habitudes, donc il vient déranger les habitudes de la famille. Il me dit, de toute façon, je suis toujours comme un cheveu sur la soupe, je ne suis jamais à ma place. Mais derrière ça, il y a cette capacité d'apporter du nouveau. Et quand il se voit avec sa capacité d'apporter du nouveau, il peut s'accepter et prendre sa place. Donc c'est vraiment de voir qu'il y a toujours... Alors j'ai un projet, je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, j'aimerais fabriquer un jeu avec ça. Regardez les blessures et regardez derrière, à chaque fois, le potentiel symétrique. Je pense qu'il y a quelque chose à ouvrir par rapport à ça. Alors, rapidement, au niveau de la science, en France, on a peut-être certains d'entre vous connaissent Emmanuel Ransford, c'est un physicien, donc il intervient parfois dans mes formations. Ses livres sont très intéressants parce qu'il fait vraiment le lien entre la matière et l'esprit. Et sa théorie, aujourd'hui, il ne parle plus de psychomatière, c'est vrai que là, je ne l'ai pas changé, aujourd'hui, il parle d'holomatière. Pour faire très court, parce que je comprends... Je ne suis pas scientifique, hein, donc c'est vrai qu'après, je vais peut-être simplifier de manière excessive. Mais sa grille de lecture, c'est que chaque particule serait porteuse d'un pôle psychique.
et que ce pôle psychique est créateur. Et ça rejoint tous les travaux en mémoire cellulaire. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le travail de Mère Esri-Aurobindo, ça rejoint tous les écrits de Satprem, la conscience des cellules. Et ça rejoint, et ça je trouve ça très intéressant, j'ai trouvé ça dans un livre qui a été écrit par Paul Evans avec Jung, donc ce sont les entretiens entre Jung et Paul Evans, et c'est Jung, donc c'est vrai que là, je vois que l'auteur est pas écrit, mais c'est Jung qui a écrit la psyché et l'aspect psychique de la nature vivante, elle est même l'aspect psychique de la matière. Donc Jung, bien avant Emmanuel Ransford, avait déjà cette intuition en fait de l'aspect psychique, de l'aspect spirituel au sein même psychique et spirituel. La psyché, c'est l'âme, c'est le papillon, donc on est aussi dans la dimension spirituelle de la matière, et notre approche, en fait, elle nous met vraiment en lien avec cette dimension-là. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, j'ai des petits papiers là, mais j'ai un site, communication-profonde.com, et puis dans la région, je veux bien que vous vous montriez toutes les deux. Nous avons 2 personnes qui ont... Enfin, vous êtes 3, mais Florence n'est pas là. Donc, peut-être vous levez, comme ça tout le monde vous voit. Dans la région, j'ai formé 3 personnes, en fait. Donc, Florence Arbelot qui n'est pas là, Véronique, et puis Isabelle. Voilà. Donc, Véronique, tu as des papiers, peut-être tu me les mettras là. Je vais vous déposer là les documents, des papiers, mais on va peut-être prendre 2 secondes pour les questions, parce que j'ai beaucoup parlé, puis je ne vous ai pas laissé de temps pour les questions. C'est bon ? Oui. Merci. Alors, le verbe est transformateur. Donc, il y a vraiment... des fois, j'ai l'impression que j'ai une pelote de laine, là, et qu'il y a un fil qui se tire. Et ce fil-là, c'est le mot juste. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du verbe transformateur dans notre travail. Donc, c'est sûr que c'est important de... Donc, on commence toujours une séance par un alignement. Je propose un enracinement, on se met en lien avec le cœur, etc. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, tout à l'heure, j'anime un atelier, je crois que c'est en salle 4. Et puis, il y en a un demain à 9h, pour ceux qui êtes intéressés. Je vais vous mettre les... J'ai encore quelques papiers comme ça, je vais vous les mettre. Et puis, oui, aussi, quand je suis là, on n'entend plus rien. Au niveau des formations, donc moi, je forme en Haute-Savoie, puis j'assure toujours, on est un réseau de formateurs aujourd'hui. Je vais vous mettre, si pour ceux qui sont intéressés, Nathalie Gruel, qui a fait un très très beau chemin, forme sur l'ouest de la France. Donc pour l'instant, elle est plutôt sur la Bretagne, mais elle a vraiment l'intention de développer sur tout l'ouest jusqu'au sud-ouest. Donc j'ai des papiers avec ses coordonnées, donc je vais vous les mettre là. Si vous êtes intéressés, ça permet, parce que c'est vrai que pour moi, dans la mesure où j'assure le dernier module pour tous les formateurs, plus mes formations, c'est assez compliqué de venir faire une formation ici, mais on a maintenant des professionnels qui font des belles formations. Donc voilà. Ah oui, alors, j'ai écrit 3 livres. Ils sont... Ah là, oui, j'ai oublié de le citer, ça. Donc, je vais aller me mettre à côté des livres, si vous voulez des livres, et si vous voulez que je vous les dédicace, je vais y aller tout de suite. C'est au stand de livres, là. Les voix de la main, quand la main devient... Donc, dans les voix de la main, je suis vraiment sur cette grille de lecture, faire de ces blessures le levier de réalisation. Et puis, il y en a un qui est autour des ancêtres, et si nos ancêtres parlaient à travers nous, et puis un autre qui est vraiment le tout premier, quand la main devient messagère du cœur. Voilà. Merci, en tout cas, et puis à bientôt.